Bonjour, Monsieur Malouf. Bonjour. Enchanté de vous revoir. C'est un grand plaisir. En même temps, euh, c'est un grand plaisir de continuer à traduire vos livres. Et en même temps, je vous félicite pour votre élection comme secrétaire permanent de l'Académie française. Je Merci. trouve ça très important. Et en même temps, je me pose bien sûr la question, qu'est-ce que ce poste, ce travail qui demanderait sans doute, qui demande beaucoup de temps, est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vie d'auteur? Vous avez raison de poser cette question. C'est une question que je me pose moi-même. C'est une fonction qui effectivement me prend beaucoup de temps et je dois m'organiser. Je dois organiser mon temps euh, différemment. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. J'essaie depuis quelques mois de faire le travail qu'exige ma fonction et en même temps continuer à écrire. Ce n'est pas simple et je ne peux pas dire que j'ai réussi véritablement jusqu'à présent, mais je suis assez confiant. Je m'organise mieux et j'espère que dans les mois qui viennent, je vais recommencer à consacrer autant de temps à l'écriture parce que si je ne parviens plus à écrire, pour moi, ce serait véritablement impossible de continuer. Donc, j'ai vraiment besoin d'écrire. C'est ma vie quand même. Je ne peux pas imaginer continuer ma vie en laissant de côté les livres que j'ai en projet. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour vos lecteurs en tout cas, d'avoir cette nouvelle. Et si on revient à ce dernier livre, Le Labyrinthe des égarés, il y avait quelque chose que j'avais noté, que j'avais remarqué pendant les traductions. Il y avait certains mots qui reviennent assez souvent, surtout dans les derniers livres, je pense. Et c'est-à-dire les mots comme égaré, dérapage, dérive, naufrage, désorienté. Et donc, ça m'a fait penser, en même temps que votre dernier livre, mais aussi le naufrage des civilisations et naufrage inattendu, et qu'on a traduit en turc en tant que les amis d'Empédoclès. On remarque une inquiétude grandissante de votre part par rapport au cours des événements dans le monde. C'est-à-dire, ça ne concerne pas seulement la guerre actuelle, etc. Non, cela a un passé quand même. Donc, c'est quoi qui fait ainsi sonner pour vous cette alerte? Je suis effectivement inquiet et de plus en plus inquiet en observant le monde. Euh, j'ai véritablement le sentiment que nous traversons une période très inquiétante. Euh, il y a des aspects du monde d'aujourd'hui qui sont extrêmement enthousiasmants. C'est le développement scientifique, c'est le développement technologique, et notamment dans des domaines comme la médecine ou l'informatique. Et là, c'est fascinant ce qui est en train d'arriver. Et probablement que nous avons la chance de vivre à un moment pareil, une chance que n'ont pas connue toutes les générations qui nous ont précédés. En même temps, il y a, sur le plan de l'évolution morale de l'humanité, un problème qui apparaît de plus en plus. Il y a un vrai problème dans, pour gérer les relations entre les différentes composantes de l'humanité. Il y a un vrai problème pour gérer les rapports entre les grands pays, notamment lorsqu'il s'agit de faire face à à des dangers qui menacent tout le monde. Je pense à
aux perturbations climatiques, je pense à d'autres aspects. Et je crois que le monde est aujourd'hui mal gouverné. Et je ne veux pas donner des exemples, mais je pense que globalement, le monde est mal gouverné. Nous n'avons pas du tout d'ordre international, nous n'avons aucune légalité internationale digne de ce nom. Nous ne savons plus empêcher un conflit d'éclater, nous ne savons plus arrêter les conflits quand ils commencent. Et donc, euh, il y a de véritables raisons d'inquiétude et qui s'aggravent. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un véritable péril pour la démocratie dans le monde et rien ne me permet de dire que les choses vont s'améliorer. C'est-à-dire, c'est vrai partout, on a une montée des fanatismes partout dans le monde. On voit des pays qui ont une très longue tradition démocratique et qui vivent des moments où en réalité leur démocratie est manifestement en crise. Bon, je pense évidemment aux États-Unis, mais beaucoup d'autres aussi. Nous sommes dans une période de l'histoire où l'humanité progresse énormément dans certains domaines et où elle est en même temps incapable de gérer les conséquences de ces avancées. Et cela, c'est vraiment inquiétant. Et comme exergue de votre livre, vous utilisez une phrase de Faulkner, William Faulkner. Le passé ne meurt jamais, il ne faut même pas le couloir passer. Et avec cette phrase, c'est en même temps, vous commencez un peu, je dirais, à fouiller les crises du passé qui avaient des ressemblances, peut-être avec les crises d'aujourd'hui, les processus. Et là, vous choisissez dans le livre, pour en arriver sans doute à la crise d'aujourd'hui, à l'inquiétude d'aujourd'hui, vous examinez trois cas, plus les États-Unis, bien sûr, comme le quatrième. Et je vais demander également pour les États-Unis, mais maintenant, d'abord pour les trois. Vous choisissez le Japon, la Chine et la Russie. Plutôt le Japon, la Russie, la Chine. Pourquoi en première place le Japon? Le point de départ de ce livre, c'est que nous passons par une période où l'Occident euh, continue à être la principale force dans le monde, mais manifestement, il est en train de perdre une partie de sa place et il y a une véritable contestation de sa primauté. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est de raconter les trois expériences qui ont constitué des défis pour la suprématie de l'Occident. Pourquoi les trois? euh, Schématiquement, on pourrait dire que la montée en puissance de l'Occident s'est manifestée à partir du XVIe siècle essentiellement. Il y a eu toutes sortes de conflits avec des puissances, avec des pays qui essayaient de se défendre. Et à un moment donné, au XIXe siècle, on a senti que les puissances occidentales étaient devenues les puissances dominatrices dans le monde. Elles s'étaient partagées le monde et donc beaucoup pensaient à l'époque que c'était pour toujours. Puis il y a eu trois pays qui, l'un après l'autre, ont défié la puissance de l'Occident.
Le premier, c'était le Japon. Il y a eu un événement symbolique très important, qui est la guerre entre la Russie et le Japon. Cette guerre a été un événement gigantesque et elle est un peu oubliée aujourd'hui. Mhm. Euh, la guerre entre la Russie et le Japon, et surtout évidemment le fait que le Japon ait battu la Russie à l'époque, en 1905, a constitué un cataclysme dans le monde. Dans tous les pays d'Orient, il y a eu des mouvements et parfois des révolutions pour dire nous voulons suivre la voie du Japon, nous voulons faire comme le Japon, nous voulons nous moderniser à grande vitesse pour devenir capables, comme le Japon, de défier et de battre les puissances européennes. C'est arrivé dans tous les pays. Il y a eu des révolutions dans les années qui ont suivi, dans l'Empire ottoman, Ouais. en Perse, en Chine, un peu partout, il y a eu des révolutions majeures. Et la toute première révolution, c'était justement en 1905 en Russie. Aussi, oui. Et donc, le monde a été secoué. Les pays d'Orient disaient, nous, nous avons la possibilité de nous moderniser très vite et de surmonter toutes les humiliations du passé. Et en Occident, il y a des gens qui disaient, mais attention, il y a quelque chose d'inquiétant qui est en train d'arriver. Il y a des pays que l'on croyait soumis et qui sont en train de devenir très puissants et de nous menacer. Donc, ça, c'est l'instant japonais qui a duré quelques décennies après 1905. Le Japon euh, a connu des hauts et des bas. Mhm. Euh, il y a eu, il a représenté un exemple. Et en même temps, euh, les pays voisins du Japon ont commencé à se méfier de lui. Au début, le slogan du Japon était l'Asie aux Asiatiques, ce qui sonnait très bien aux oreilles des Chinois, des Coréens et de tous les autres. Puis, très vite, on a compris que ils ne voyaient pas du tout l'Asie aux Asiatiques, c'était la suprématie japonaise. Et donc, les voisins du Japon ont commencé à avoir peur et ils se sont opposés à l'expansion japonaise, ils ont subi des occupations, etc. On connaît toutes les guerres menées par le Japon qui a essayé de coloniser la Chine, donc c'est quand même une chose incroyable et qui s'est terminé par un affrontement entre le Japon et les États-Unis avec Voilà. cette guerre qui a donné lieu à des bombardements atomiques. C'est la seule guerre, jusqu'à aujourd'hui, heureusement, qui s'est terminée par des bombardements atomiques. Donc ça, c'est un exemple euh, significatif et et, et qui a beaucoup d'enseignements. Je ne vais pas m'attarder sur ces enseignements, mais ils sont très nombreux. Bon. Un des enseignements, c'est que parfois, après avoir été euh, un modèle, on peut devenir un contre-modèle. Et l'autre enseignement, c'est après avoir été un contre-modèle, on peut redevenir un modèle d'une autre manière. Et ça, c'est le Japon de l'après-guerre, qui a abandonné complètement son arme militaire et qui est devenu un exemple de développement accéléré totalement pacifique. Donc, ça, ce sont des pages intéressantes et éclairantes de l'histoire. Mhm. Après le Japon, il y a eu la révolution russe, comme je viens de le souligner. La première révolution qui a suivi la défaite russe et la victoire japonaise, c'est la révolution russe qui a commencé à ce moment-là, parce que le pouvoir du tsar était secoué. Et bon, il a mis 12 ans à tomber, mais il était déjà secoué juste par sa défaite face au Japon. Il s'est jamais redressé. Et le paradoxe, c'est que ce pays, la Russie, et ça c'est le paradoxe permanent de la Russie, ce pays qui était
une grande puissance européenne qui a vaincu Napoléon, qui a envoyé ses troupes jusqu'à Paris en 1914-15, ce pays est devenu l'avocat d'un système opposé à celui de l'Occident. Donc là, on n'était pas dans l'optique du Japon qui disait les peuples d'Orient contre l'Occident, contre les peuples d'Occident, contre l'homme blanc. Là, c'est en Russie, où on était aussi blanc qu'en Occident, on a dit on va changer le système. On va changer le système économique, le système politique. Et là, on a eu droit à une toute autre révolution, un tout autre défi à l'Occident, qui est le défi communiste. Et on pourrait dire que c'est un défi plus radical en même temps, parce que il y avait le côté idéologique, il y avait le côté culturel, programmatique, économique, mais c'était quelque chose de plus encadré, disons. C'était beaucoup plus radical et beaucoup plus universel. Oui. C'est-à-dire, le modèle japonais n'a pas pu être universel. Il est resté japonais et même les voisins immédiats du Japon ne pouvaient pas adopter ce modèle, sauf dans certains secteurs. Donc, la révolution russe-soviétique a voulu être une révolution universelle pour la terre entière, l'international, et donc c'était une ambition beaucoup plus grande. Et nous avons tous vécu cet épisode qui a duré quand même 75 ans, où il y avait deux systèmes dans le monde qui s'affrontaient, et chaque système avait ses avocats, il avait ses pays, ses puissances, chaque système avait ses intellectuels, ses poètes, qui étaient des porte-drapeaux. Bon, et en réalité, jusqu'aux années 70, on ne savait pas vraiment qui allait gagner, quel système. Il y avait deux systèmes qui s'opposaient. Et, et on avait l'impression, vous devez être un peu comme moi, on avait l'impression que cette opposition des deux systèmes allait durer encore 100 ans. Mais on ne pensait pas du tout que ça allait s'effondrer comme ça quelques années de notre vivant. On avait l'impression que c'était quelque chose qui allait durer Oui, indéfiniment. exactement. Et, et donc, pendant longtemps, c'était un affrontement mondial, intellectuel, entre les systèmes. Et puis, il y a eu l'effondrement. Et après cet effondrement, on a vu monter une nouvelle puissance. Et là, on n'est plus en train de parler du passé, on parle d'aujourd'hui. Une puissance qui est la Chine, qui est une puissance formidable par sa taille, d'abord, qui a réussi à se développer et qui se retrouve l'héritière des deux révolutions. Elle est l'héritière de cette montée des peuples d'Asie face à l'Occident et sa capacité à se développer d'une manière accélérée et quasiment miraculeuse. Et, et puis, en même temps, elle était héritière de la révolution bolchevique russe. Et donc, la Chine est l'héritière des deux. Et elle est là, elle est en train de monter, et elle dit, nous allons devenir la première puissance dans le monde. Et donc, ce sont les trois pays qui ont lancé un défi à l'Occident. Et puis le quatrième dont je parle dans ce livre, les États-Unis, c'est le pays qui en fait a été, euh, tout en étant un pays d'Occident, a marginalisé les puissances européennes et les a en quelque sorte remplacées. Et il est devenu très rapidement, quand on prend l'histoire des États-Unis, c'est assez incroyable. Au, euh, Oui. au début du XVIIe siècle,
il y a quelques réfugiés qui débarquent sur la côte américaine parce qu'il y a une intolérance religieuse en Angleterre, ils veulent fuir. 150 ans après, ils sont assez puissants pour rejeter la domination de l'Angleterre. Et encore 150 ans, ils deviennent la première puissance globale. Donc c'est vraiment extrêmement long, extrêmement rapide Mhm. comme parcours. Oui. Dans Les Amis d'Empédoclès ou dans Nos frères inattendus, il y a un passage ou un chapitre où vous parlez de ce que le monde entier ressent envers ce que subissent les Américains face aux frères inattendus. C'est quelque chose très bien exprimé, j'avais trouvé. Et donc, est-ce que dans l'adversité, quand on dit l'Occident et les adversaires aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas chercher aussi une responsabilité de la part de cette domination occidentale, globale? Vous avez parfaitement raison. Et la question que vous posez me fait évoquer une notion à laquelle on s'est habitué au cours des dernières années, qu'on ne connaissait pas autrefois, c'est la notion du Sud global. Oui. Qu'est-ce que c'est le Sud global? Autrefois, on disait le tiers-monde, les non-alignés. Le Sud global, c'est l'ensemble des pays qui, sans être particulièrement attachés ni au modèle chinois, ni au modèle russe, sont, ont envie de voir les puissances occidentales un peu moins puissantes Mhm. pour pouvoir eux-mêmes jouer un rôle plus important. Donc, ils, ils ne vont pas s'allier complètement aux adversaires de l'Occident, mais ils ne sont pas malheureux si l'Occident s'affaiblit un peu. Donc, Oui, c'est le cas de l'Inde. L'Inde n'a pas envie que la Chine devienne la puissance globale, mais ça ne la dérange pas que les États-Unis soient un peu moins faibles, un peu plus faibles, et qu'ils puissent un peu moins leur dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils ont envie de pouvoir faire ce qu'ils veulent et suivre uniquement leurs intérêts. Et c'est vrai du Brésil, c'est vrai de beaucoup de pays à travers le monde. Et donc cette idée que les États-Unis sont un peu trop puissants et que on aimerait qu'ils le soient un peu moins, je crois que c'est une idée qui est présente partout, y compris en Europe. En Europe, aujourd'hui, à cause de la guerre d'Ukraine, les gens se sentent qu'ils ont besoin de la protection américaine, mais en réalité, euh, ils ont aussi envie que, que l'hégémonie américaine soit moindre. et une question à part. Et comment on devrait placer, d'accord, pour les trois pays, les trois grands exemples de défis et les États-Unis. Mais l'Allemagne, surtout avec sa période nazie, cette parenthèse qui s'est ouverte dans l'Europe même, avec tout un autre chemin. Heureusement que cela a duré très court, mais cela a coûté quand même des millions de vies de gens. Euh, Est-ce que ça, c'était quelque chose dans l'Occident, vécu dans l'Occident, mais quand même, c'était l'adversaire du système qui était présent à l'Occident. Et comment on pourrait placer tout ça dans la perspective de ce livre? En fait, la perspective de ce livre, c'est de se concentrer sur les pays qui ont lancé un défi à l'Occident. Il y a tout un aspect dont je ne parle pas, qui sont Ouais. les conflits entre les puissances occidentales. Et en fait, il y a eu un moment dans l'histoire où, assez long d'ailleurs,
où les puissances européennes étaient tellement persuadées de leur force que le reste du monde ne les, c'est pas qu'ils les intéressaient pas, mais ils ne se préoccupaient pas du reste du monde. Ils avaient l'impression que le reste du monde allait les suivre de toute façon. C'est-à-dire, si vous prenez la Première Guerre mondiale, on l'appelle mondiale. Bon, c'était essentiellement une guerre européenne. Mais dans l'esprit des gens, le monde, c'était ça. C'était les puissances qui comptaient. Et donc, il y a eu une période assez longue où les pays occidentaux ne voyaient pas du tout qu'il pouvait y avoir d'autres puissances ailleurs et ils pensaient que les rapports entre eux étaient les seuls significatifs. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la tentative allemande de devenir la puissance occidentale dominante aux dépens des autres. Elle, elle a été spectaculaire et elle a mené en réalité à la montée de deux puissances qui étaient euh, l'Union soviétique et les États-Unis et à l'affaiblissement euh, quasiment définitif de l'Europe qui jusque-là était le centre. Donc, il prétendait redonner à l'Europe sa primauté dans le monde et ils ont fait l'inverse en fait. Ils ont sapé la capacité de l'Europe à rejouer le premier rôle dans le monde. Oui. Et d'ailleurs, ce paradoxe, pas seulement dans ce sens, dans ce sujet-là, mais ce paradoxe, c'est-à-dire en voulant faire quelque chose, causer le résultat Inverse, inverse. Et on voit aussi dans les exemples du livre ça, et avec le Japon, par exemple. absolument. Oui. Et, et j'ai adoré quelque chose dans le livre. J'ai adoré beaucoup de choses, mais surtout une chose, vos anecdotes. Parce que le livre est parsemé des anecdotes et qui donnent vraiment, qui augmentent le plaisir de la lecture et on apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y avait des choses que j'ai entendues pour la première fois. Et d'accord, le Commodore Perry, je connaissais. Mais l'histoire du tissu blanc, je ne le savais pas. C'est incroyable d'arrogance hein, Oui, et d'audace. oui. Et peut-être j'aimerais, peut-être que vous en voudriez parler juste un petit Oui, peu. absolument. Oui, Donc, le Commodore Perry arrive en 1853. À l'époque, le Japon est complètement fermé. On n'imagine pas aujourd'hui, parce que le Japon est un pays quand même on connaît sa culture, son cinéma, etc. À l'époque, le Japon est complètement fermé. Personne n'a le droit d'y aller et les Japonais n'ont pas le droit de sortir. Donc, c'est vraiment un pays complètement fermé. Et le Commodore Perry arrive avec ses bateaux. On lui dit, vous n'avez pas le droit d'accoster. Il accoste quand même. Et il dit, j'apporte une lettre du président des États-Unis à l'empereur. Et puis, à un moment donné, il dit, j'apporte aussi un cadeau. Et il ouvre une boîte et il sort un rectangle de tissu blanc. Et il dit, je vais partir et puis je vais revenir. Si vous acceptez de signer avec nous un traité de commerce, nous allons signer. Si vous n'acceptez pas, ce sera la guerre. Et si c'est la guerre, vous aurez besoin de ça pour capituler. Et je pense que ceux qui l'ont reçu devaient être tellement abasourdis qu'ils n'ont pas osé l'arrêter parce qu'ils se sont dit, quelqu'un qui parle comme ça doit être très fort et on ne veut pas, se mesurer à lui. N'oubliez pas que c'était quelque temps juste après la guerre de l'opium où, hmm, où les Anglais, les Américains avaient humilié la Chine. Et donc, les gens se disaient,
on va se faire humilier si on défie ces gens. Et son coup de bluff a fonctionné parfaitement. Et quand il est revenu un an plus tard, ils ont signé le traité, ce qui leur a été d'ailleurs bénéfique. Et ça, c'est ce qui est merveilleux au Japon, c'est que ils ont dit, ils ont senti qu'ils ont été humiliés. Ils se sont dit, il ne s'agit pas simplement de se venger, il s'agit de se dire, demander pourquoi on a été humilié, pourquoi nous sommes devenus tellement faibles, comment pourrons-nous remonter pour retrouver notre puissance et notre dignité. Et là, ils se sont employés à euh, s'ouvrir complètement, eux qui étaient complètement fermés, ils ont envoyé des milliers d'étudiants à travers le monde en leur disant, vous devez apprendre tout ce que les Occidentaux savent faire dans tous les domaines. Vous devez tout apprendre. Ils ont fait venir des experts. Ils se sont tellement développés dans tellement de domaines qu'en quelques années, ils sont devenus une puissance. Et ça, c'est quand même un miracle incroyable. Et un des passages qui m'a vraiment influencé, aussi ça je voulais vous dire, c'est la fondation du Parti communiste libanais Oui. avec la rencontre de trois personnes dans une chambre d'hôtel à Beyrouth. Ça, Absolument, c'est merveilleux. absolument. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une des trois personnes que j'ai connues personnellement beaucoup plus tard. C'est-à-dire, à l'époque de la fondation du parti, au début des années 1920, c'était un jeune homme, euh, poète, complètement euh, idéaliste, qui avait des idéaux révolutionnaires. Et moi, je l'ai connu 50 ans plus tard, quand moi j'étais étudiant, et lui, il s'était éloigné de la politique et il rassemblait des documents anciens sur l'histoire du Mont Liban. Et moi, ça m'a passionné pour cela. Et j'étais allé le voir pour cette raison. Et je ne savais même pas à l'époque qu'il avait joué un rôle politique dans sa jeunesse. Et c'est à travers des lectures, des interviews que j'ai eues plus tard que j'ai su qu'il avait joué un rôle fondamental, mais malheureusement, à l'époque, il était mort, donc je ne pouvais plus le revoir pour lui poser des questions. Oui, oui. Et en même temps, il y a beaucoup d'immigrants dans le livre. L'histoire des immigrations, des immigrants, la France en tant que pays d'accueil, et il y a Chou En-lai, Deng Xiaoping, même avec son histoire des croissants qui vient après, Ho Chi Minh, il y a tout ça. Et vous êtes toujours, j'ai senti comme ça moi, sensible à cette question de l'immigration forcée ou non, au brassage des cultures. Et je ne sais pas, ce n'est pas à moi de dire, mais je demande simplement, peut-être c'est le Liban qui a fait ça aussi. J'avais senti ça très fortement, d'une façon très forte, quand j'avais traduit Les Désorientés. Euh, ouais. Non, c'est vrai que je suis sensible au destin des migrants. Et c'est vrai que chaque fois que trouve un destin étonnant d'un migrant, ça me fascine. Et surtout quand ce sont des destins qu'on ne connaît pas, qu'on a oubliés ou euh, qui ne sont jamais mentionnés. Par exemple, quand j'ai découvert que Deng Xiaoping était parti en France et qu'il avait vécu là-bas plusieurs années, que c'est là-bas qu'il a rencontré Zhou Enlai et qu'il avait gardé un souvenir incroyable de cette période qu'il avait passée, de cette période de jeunesse, que beaucoup d'années plus tard, donc 50 ans plus tard, après avoir traversé la révolution culturelle, où il était menacé de mort, où il avait dû se réfugier dans un village grâce à Chou En-lai pour se protéger de tout ce qui arrivait, quand à la fin de la révolution culturelle, Mao Tse-tung
décide de le sortir, de le ramener de ce village et de lui redonner un rôle, il décide de l'envoyer aux Nations Unies pour lire un discours au nom de la Chine. C'était un test qu'il lui faisait. Donc, Deng Xiaoping va aux Nations Unies, il lit le discours et en revenant, il décide de s'arrêter à Paris. Et à Paris, il ne voit personne. Il va simplement acheter des croissants, des fromages et du vin rouge, je crois. Et dès qu'il arrive à Pékin, il distribue ça à Chou Enlai, à sa femme, à tout le monde. Donc, euh, pour eux, c'était leur jeunesse Oui, parisienne. Et on n'imagine pas Chou Enlai et Deng Xiaoping avec leur jeunesse parisienne. Et un autre cas, celui que vous avez mentionné, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh a passé beaucoup de temps en France. Il a passé aussi une partie de son temps en, à Londres. À- il y avait un restaurant à l'hôtel Carlton de Londres qui était dirigé par un chef français extrêmement connu qui était Escoffier, qui est une des grandes figures de la cuisine française. Et Ho Chi Minh a travaillé dans ce restaurant et il était très bon pour faire des desserts. Donc, Escoffier lui confiait euh, une partie des desserts que faisait le restaurant et il l'avait encouragé à se spécialiser dans les desserts. Il n'avait pas compris que Ho Chi Minh avait d'autres projets pour sa vie, mais on aurait pu avoir simplement le souvenir du dessert Ho Chi Minh. c'est très bien ça. Oui, d'accord. Bon, et une question d'actualité. C'est une question qu'on sent beaucoup ici, qu'on discute beaucoup. C'est Gaza. C'est un problème brûlant. Et vous, je connais un peu votre passé, bien sûr. Vous étiez d'abord journaliste au Liban, Nehar, sur la politique internationale. Vous êtes natif de Liban, vous avez vécu en Égypte de la côté maternelle. Et, et vous avez toujours un désir que vous exprimez ouvertement, trouver un moyen de vivre ensemble. C'est en général. Avec toute cette expérience, votre expérience de désir de vivre ensemble, et en même temps de démembrement, parce que avec le Liban, qui a été vécu, ce qui a été vécu, la perte et la recherche d'un passé en même temps. Et qu'est-ce que vous diriez? Parce que je pense que vos paroles sont importantes là-dessus, au moins pour moi, sur cette tragédie humaine qu'on est en train de vivre en Palestine. C'est évidemment une très grande tragédie et c'est une tragédie qui n'est pas sur le point de s'arrêter. C'est une tragédie qui continue et qui, je le crains, va continuer pendant très longtemps encore. Euh, Ce qui est terrible, c'est que euh, une, un problème comme celui-là, celui du Proche-Orient en général, on aurait dû tout faire pour trouver des solutions. Et en fait, on a laissé les choses s'aggraver, s'envenimer. On n'a pas. Il y a eu des périodes beaucoup plus calmes où on aurait pu mettre en place des solutions et on ne l'a pas fait. Et là, on se retrouve dans une situation où tous les problèmes explosent au visage du monde et personne ne sait quelles sont les solutions possibles. Et en tout cas, il n'y a plus de solution simple. S'il y a une solution, c'est une solution compliquée qui va exiger véritablement un engagement international, pratiquement pour imposer à toutes les puissances de trouver des solutions
pour que les peuples puissent vivre normalement, en paix. Et, et le monde aujourd'hui n'est pas capable de trouver des solutions. C'est-à-dire, il y a un pays qui a une certaine influence et qui n'exerce pas du tout son influence, ce sont les États-Unis qui, qui sont de plus en plus paralysés par toutes sortes de choses. Et il n'y a aucun système international. Les Nations Unies ne fonctionnent plus parce que les Nations Unies sont tributaires des liens entre les grandes puissances. Si les plus grandes puissances ne veulent pas s'entendre sur une solution, les Nations Unies sont paralysées. Et donc, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour Gaza, c'est une tragédie pour l'ensemble des Palestiniens, c'est une tragédie pour l'ensemble de cette région, y compris pour le Liban, qui déjà est très malade lui-même. Donc, il est déjà très affaibli, déjà sur le point de s'effondrer. Et, et dans un environnement pareil, comment peut-il encore se relever, se redresser? Et je pense que c'est, c'est, c'est une immense tragédie et qui ne va pas vers la solution. Bon, si on retourne à l'écriture pour deux dernières questions. Euh, et donc, vous avez écrit le naufrage des civilisations. Ensuite est venu les naufrages inattendus. Maintenant, vous avez écrit le labyrinthe des égarés. Est-ce qu'il y aura un retour vers la fiction ou ça va continuer dans la ligne d'essai? Euh, ce que je suis en train d'écrire aujourd'hui, c'est plus de la fiction. Hmm. Maintenant, est-ce que ça va continuer jusqu'à la fin ou bien est-ce qu'à un moment donné, je vais revenir vers un essai? Je crois que j'ai aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Oui. le 20 mars, j'ai beaucoup plus envie d'écrire un roman. Hmm. Et je suis en train de commencer quelque chose et je crois que mon prochain livre sera un roman. Ah, d'accord, d'accord. Et entre parenthèses, une toute petite question personnelle dont vraiment, je voulais savoir ça. Est-ce que vous avez jamais envisagé d'écrire un roman sur Attila? Parce que Pourquoi Attila, vous posez la question? Parce que j'ai effectivement un- rassemblé beaucoup de documentation sur Attila. Ah, Je j'avais ne sais senti pas, ça. c'est incroyable. J'ai encore dans ma bibliothèque beaucoup Oui, de livres. Je ne sais pas si je vais l'écrire un jour, mais c'est un personnage qui m'a fasciné, qui m'a toujours fasciné. Et je crois que je vais un jour, si j'ai le temps, je vais un jour écrire sur Attila. j'espère vraiment ça. J'espère. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière question. Et vous savez, vos livres, ils paraissent en France, ensuite ils sont tout de suite traduits et publiés en Turquie, et ils reçoivent toujours un grand intérêt de la part de l'audience, du public. Et qu'est-ce que vous en diriez là-dessus? Écoutez, je suis vraiment heureux de cela. C'est une chose que j'ai observée et qui me fait toujours immensément plaisir. Et donc, je crois que la Turquie a une place très particulière dans mon cœur. Quelqu'un m'a fait remarquer un jour que dans tous mes livres, au moins une fois, je parle d'Istanbul. Dans tous mes livres. Et donc, je ne l'avais même pas remarqué moi-même, mais c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Donc, Monsieur Malouf, merci Merci beaucoup à vous. pour cet entretien et on attend et on dit bonne chance pour le labyrinthe en Turquie, en tout cas, et on attend le roman aussi, le nouveau roman avec les. Merci, merci à vous. Merci.